Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a comme thématique comment parler de la sexualité à son enfant. Donc, c'est un thème qui n'est pas forcément très facile à aborder. Donc, je vais laisser Marie Barrault, qui est sexologue, vous parler de ça. Voilà. Alors, bonjour à tous. Peut-être que parfois on entend un peu de bruit, peut-être que simplement pour que... Moi, je pense qu'on peut faire, comme on n'est pas trop nombreux, on peut se permettre de faire une conférence interactive. Ça veut dire que quand vous avez une question, quand vous avez besoin d'une précision, je vous invite vraiment à participer. Et puis, en revanche, entre chacune de vos interventions, il faudrait peut-être veiller à couper le micro pour que ça ne fasse pas trop d'interférences pour l'enregistrement. Alors, peut-être que pour commencer, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Marie Barrault, je suis sexologue et sexothérapeute. Je préfère l'intituler d'ailleurs de sexothérapeute parce que ça laisse entendre l'idée que dans cet accompagnement, on est quand même dans un accompagnement thérapeutique où on va vraiment faire ensemble tout un chemin pour se sortir d'une difficulté. Alors, dans mon domaine, c'est en lien avec la sexualité, mais ça peut être aussi pour des gens qui simplement sentent qu'ils pourraient s'épanouir encore davantage dans leur relation à deux et donc sans difficulté particulière, mais simplement par curiosité ou parce qu'ils sentent qu'il y a des potentialités en eux qui ne sont pas encore développées, déployées, eh bien, vont venir me voir. Voilà. Donc ça, c'est pour toute mon activité de libérale. Je consulte en cabinet en libéral, classiquement, un peu comme un psychologue. D'ailleurs, les séances ressemblent beaucoup à ce qu'on peut voir chez un psychologue, si ce n'est que parfois, j'insiste un peu sur la dimension corporelle et donc parfois, je vais proposer des pratiques corporelles autour de la respiration, autour de la conscience corporelle, peut-être cette fois-ci un petit peu comme vous verriez chez un sophrologue. Voilà, je vous raconte tout ça parce que ça vous laisse déjà entendre qu'on va aborder un sujet qui est plein de tabous et aussi qui fait l'objet de nombreux a priori, de nombreux préjugés. Et donc, je pense que c'est bien que je vous raconte un petit peu mon travail parce que ça va vous permettre tout simplement de voir un peu ce qu'il en est vraiment. Parce que parfois, mon métier, c'est un métier qui peut paraître mystérieux. Parfois, quand je dis ce que je fais, il y a un blanc, les gens sont un peu gênés. Je pense beaucoup parce qu'ils imaginent des choses ou je sais pas. Voilà. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir chez un psychologue où on parle pas mal de ce que traversent les gens, ce qui pourrait les bloquer. Voilà. Et puis après, sur la pratique, les dimensions corporelles, c'est beaucoup ce qu'on peut voir chez un sophrologue, chez quelqu'un qui va vraiment chercher à détendre, à asseoir un ressenti corporel. Parce que ça va beaucoup jouer après sur ce que vont vivre les gens à la maison. Et effectivement, il y a aussi des pratiques corporelles que je propose qui sont vécues uniquement à la maison, puisque quand ça met en lien, quand c'est en lien avec l'intimité des personnes, alors elles vivent ça chez elles. Voilà. Et puis, à côté de cette pratique libérale, j'anime aussi des cercles de femmes, alors quand les conditions sanitaires le permettent. Voilà, justement pour des femmes qui n'ont pas de grands soucis, mais qui sentent quand même que d'aller chercher, d'aller questionner leur féminin, d'aller se former sur ce que c'est qu'être une femme, eh bien, ça va les aider à être plus heureuses et peut-être aussi à vivre certains changements dans leur vie de couple. Voilà, répondre à certaines aspirations. Voilà, et puis comme aujourd'hui, j'anime des conférences, des formations pour des professionnels. Et puis, la dernière chose que je fais, c'est que vraiment, moi, j'ai à cœur de diffuser beaucoup l'information. Donc, pour ça, j'ai un site internet sur lequel je publie des vidéos. Voilà, c'est marie-barrault.fr, pardon. Vous pourrez aller voir parce que voilà, j'essaye de publier pas mal de vidéos et des articles un peu sur tous les sujets que les gens, enfin, sur lesquels les gens peuvent se questionner. Et puis, j'assure des formations en ligne aussi pour les gens, soit qui n'oseraient pas passer la porte d'un sexologue, soit aussi pour ceux qui ont un emploi du temps un peu chargé et qui ont envie de faire quelque chose à leur rythme. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses de notre sexualité qui commencent avec une information à recevoir.
On a l'impression que ça devrait peut-être être inné. Souvent, on a l'impression parfois en fait, on va savoir, on va se débrouiller, mais vous voyez, je dis parfois, quand on va voir la mer, eh bien, on se débrouille mieux dans l'eau si on a pris quelques cours de natation que si on se lance comme ça et qu'on se jette à l'eau comme ça. Voilà, si on se jette à l'eau comme ça, on peut s'en sortir, quoique ça puisse être un peu dangereux parfois. On va pouvoir s'en sortir. Peut-être qu'à force de beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, on va s'en sortir. Mais si nous avons une information sur notre corps, si nous avons quelques cours aussi de natation, eh bien, ça va beaucoup nous aider à trouver le plaisir d'être dans l'eau et de faire tout ce qu'on a envie dans l'eau. Voilà. Eh bien, je crois que pour notre sexualité, c'est pareil, c'est notre corps qui est en cause et pas simplement notre corps, mais aussi nos émotions, notre cœur, notre esprit, nos affects, etc. Et c'est parfois bien de savoir un minimum de choses sur les enjeux, qu'est-ce qui se met en mouvement, comment est-ce que c'est construit dans mon corps. Ça va beaucoup nous aider à vivre une sexualité épanouie. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel de mon travail. Et puis, sur ce sujet donc de comment en parler à nos enfants, peut-être que la première chose à dire, c'est que vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas très nombreux, parce que ça reste un sujet difficile. Et il me semble que peut-être encore plus quand on parle de sexualité de handicap, de la sexualité des personnes qui vivent un handicap, parce que alors là, on est en lien avec de la souffrance, avec parfois un sentiment d'injustice, de colère, de grande incertitude. Mais alors, qu'est-ce qui va pouvoir être vécu, comment, etc. Et ça peut nous conduire jusqu'au déni, ça. Faire comme si ça n'existait pas. Tellement c'est douloureux, tellement c'est affligeant. Je pense à une maman qui donc elle a eu une première fille avec un très très lourd handicap et puis après elle a eu 4 autres enfants et à chaque fois que les autres enfants se sont mariés ou ont commencé à s'installer en couple, tout ça, ce qui lui revenait très fort, c'est que sa fille aînée pouvait pas vivre tout ça et ça c'était très 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 douloureux. Voilà, donc parfois c'est tellement inconfortable à vivre, à traverser qu'on va préférer être dans le déni. Ben non, ça m'intéresse pas, de toute façon c'est pas pour moi. Vous voyez, quelque chose où finalement on peut pas juger ce déni parce qu'en fait, il vise peut-être aussi à nous protéger de trop de douleur ou trop d'inconfort. Voilà, donc c'est à respecter. Et puis peut-être ce qui fait qu'on est si peu nombreux, c'est que il y a beaucoup d'inconfort aussi avec le sujet parce que on va en reparler, mais parfois on culpabilise, on a l'impression qu'on va mal faire. On ne sait pas comment parler, comment faire, et donc ça génère beaucoup de malaise, beaucoup d'inconfort, et cet inconfort-là aussi, il fait que parfois on préfère mettre ça au placard plutôt que de s'en occuper. Alors justement, aujourd'hui, l'idée, ça va être de créer du confort, c'est-à-dire de vous permettre de venir questionner, de venir d'avoir certaines réponses pour pouvoir justement sortir d'un inconfort, de vous donner des billes un petit peu, des pistes, pour qu'à partir de ce que vous êtes, à partir de la relation que vous avez avec votre enfant, vous puissiez aborder ce sujet, vous puissiez vous sentir un peu moins angoissé, peut-être un peu plus confortable. Voilà. Il s'agit vraiment de partir de qui vous êtes. Peut-être qu'avec tout ce que nous renvoient les médias sur la sexualité, on peut se dire oh là là, mais je vais devoir prendre sur moi, je vais devoir. Parfois, on parle de sortir de sa zone de confort. Vous voyez, il s'agit quand même avec nos enfants de continuer à respecter notre éthique personnelle, nos valeurs qui sont fondamentales. Et à aucun moment, il s'agit de sortir de ça. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Voilà, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de venir interroger certaines choses que vous savez ou peut-être pas encore, venir apporter des pistes. Et puis, avec ce que vous êtes, avec votre éthique personnelle, vous allez pouvoir cheminer avec ça et pouvoir avancer. Voilà. Mais ça me semble important de partir de ce que vous êtes, parce que vous êtes le parent de votre enfant et donc c'est quand même le principal. Enfin, c'est de respecter qui vous êtes. Voilà. Alors, voilà, ça j'ai vu. Alors, pourquoi parler de sexualité à nos enfants? Peut-être qu'on peut partir de tout ça.
Il me semble que ce qui va être violent quand on est dans du déni ou quand on n'en parle pas, ce qui va être violent pour nos enfants, c'est que la première chose, c'est que si on fait comme ça n'existait pas, eh bien, quelque part, ils entendent l'injonction n'existe pas. Et cette injonction n'existe pas, et comme elle est mortifère, puisqu'elle n'est pas du côté de la vie, elle est du côté de la mort, hein, eh bien, elle abîme nos enfants et donc elle peut être violente. Voilà. C'est pour ça que même si ça vient nous heurter, parfois nous mettre dans une situation très inconfortable, eh bien, ça vaut le coup de prendre des billes pour oser en parler parce que sinon, nos enfants entendent n'existe pas. Et ça peut être douloureux pour eux. Voilà. Il y a bien d'autres sujets dans l'existence qui viennent nous chambouler. Quand on a des enfants, ça vient nous chambouler, ça vient nous secouer un petit peu dans nos habitudes, dans ce qui pourrait être douloureux pour nous, quoi qu'il arrive, hein, peut-être encore plus quand on a des enfants en situation de handicap. Et donc, la sexualité, comme d'autres domaines de notre existence, vient être chamboulée par nos enfants. Et donc, voilà, peut-être que c'est aussi quelque chose qu'on peut leur proposer et leur offrir, parce que je pense que c'est plutôt un cadeau, c'est que déjà, on peut offrir à nos enfants l'image de parents qui ne sont pas parfaits. Voilà, je n'ai pas besoin d'attendre d'être parfait pour pouvoir aborder certains sujets avec mes enfants, parce qu'en fait, ce n'est pas leur rendre service, la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, voilà, je peux être plus ou moins à l'aise avec certains sujets, certains domaines de notre existence. Et ce n'est pas très grave, nos enfants ne nous demandent pas d'être parfaits ou d'être 100% à l'aise avec tout. Loin de là, loin de là. Voilà, donc une des premières choses que va permettre l'appréhension, le fait de parler de sexualité avec nos enfants, c'est que ça va leur permettre d'être accueillis dans toutes les dimensions de leur être. À ce moment-là, ils se sentent exister dans tout ce qu'ils sont. Et ça leur permet de se sentir aimés de façon inconditionnelle. Voilà, je t'aime pas juste avec un petit bout de ce que tu es, je t'aime avec tout ce que tu es. Ce qui va aussi les aider quand on va pouvoir aborder ces questions-là, c'est que ça va construire leur sécurité intérieure. C'est qu'au fond, même si on n'en parle pas, il y a quand même un ressenti, il y a des choses qui sont senties. Et du coup, c'est beaucoup plus simple quand même quand on se met à parler de notre sexualité, plutôt que de ne pas l'aborder. Parce que alors, ça vient conforter des ressentis. Ah, c'est ça que je sens. Ah, c'est ça que je vis. Pensez notamment à ce qui se passe quand les bébés grandissent et qu'on leur met des mots sur ce qu'ils traversent. Par exemple, une colère. Une colère, quand on est petit, ça peut nous déborder, ça peut nous dévaster. On perd la maîtrise de soi, on se met à se rouler par terre, à faire n'importe quoi, on se sent tout tremblant à l'intérieur. C'est justement tous ces mots du parent qui vont permettre à l'enfant de se dire « Ah, il y a un mot pour ça, c'est de la colère. Ok, bon, alors s'il y a un mot, ça veut dire que c'est connu, que d'autres vivent ça, etc. etc. » Vous voyez et donc, dès qu'on nomme, eh bien, ça vient tout de suite relativiser. Ah oui, c'est ça aussi qui fait du lien entre nous, c'est-à-dire je ne suis pas le seul à vivre ça, tout le monde vit ça aussi. Voilà. Donc ça va jouer sur ma sécurité intérieure. Parce que je peux faire confiance à ce moment-là à mes ressentis. Ce que je sens, c'est juste. Et ça, c'est très important pour nos enfants d'avoir des mots sur leurs ressentis parce qu'à chaque fois, ça va venir les conforter dans la confiance qu'ils peuvent se faire. Ah oui, ce que je sens, c'est juste. Et donc, ça va jouer aussi sur leur confiance en eux. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important. Parce qu'il y a toute une part de la confiance en soi de nos enfants qui se joue là. Voilà. Et puis, ça va jouer aussi, sans doute que vous connaissez un peu le jeu là, chez les tout petits, souvent on fait ça, mais où sont tes oreilles? Où sont tes yeux? Où est ton nez? Voilà. On pose rarement la question, et où est ton sexe? Mais voilà, en fait, ça amuse beaucoup les enfants, ce petit jeu-là, parce que ça dit notre besoin de pouvoir nommer les différentes parties de notre corps. Ça dit notre besoin de pouvoir les faire exister par leur nom. Voilà. Voilà. Et puis, pourquoi encore parler de sexualité à nos enfants? Je crois que c'est aussi pour une histoire de prévention. Les gens qui sont formés sont beaucoup moins vulnérables que les gens qui ne sont pas formés. Hein. Et il me semble que quand on n'est pas formé, je crois que ça nous rend très vulnérables parce que du coup, il y a une curiosité qui est à l'œuvre, et du coup, ça laisse aussi toute la place à l'imaginaire.
Or, c'est ça qui peut être délétère, c'est que notre imaginaire, il peut nous emmener à droite ou à gauche et dans des choses qui peuvent être un peu bizarres. Voilà. Et c'est ce qui peut nous rendre vulnérables parce que du coup, ça va nous amener à vivre une certaine curiosité qui, tant qu'elle n'est pas satisfaite, nous prend beaucoup d'énergie. C'est des questions qui tournent dans la tête comme ça. Et en fonction de sur qui tombent nos enfants, eh bien, ils peuvent avoir des réponses qui vont nous plaire ou pas nous plaire. Mais je crois que sur cette vulnérabilité, notre principal pouvoir d'action, c'est pas de protéger nos enfants de la rencontre éventuelle avec un bourreau, parce que ça, des bourreaux et des gens un peu pervers, il y en aura toujours, partout, malheureusement. En revanche, c'est de leur donner des billes pour être beaucoup moins vulnérables. Et c'est notamment en abordant ce sujet avec eux qu'ils vont être moins vulnérables. Et en fait, la sexualité, on va le voir tout à l'heure, ça parle de la vie, ça parle de notre puissance de vie, de cette puissance de vie qui déborde tout. Et donc, plus on va mettre un gros contrôle, plus les débordements potentiellement vont être importants. Je dis pas que c'est systématique, mais ce que je dis, c'est que parfois, dans certaines familles traditionnelles, comme par hasard, il y a eu des bébés pas du tout prévus, des enfants qui n'ont pas été dans des précautions du tout, même au niveau sécurité, au niveau de la santé, parce qu'en fait, ils ont été tellement couverts avec quelque chose de très grand que la puissance de vie en eux, elle a été très débordante et elle est partie un peu dans tous les sens. Déjà, avoir des mots, se dire « Ah oui, c'est normal », et donc ça va leur permettre plus rapidement de retomber sur leurs pieds, peut-être d'être moins vulnérables. Voilà, donc c'est pour ça, je pense que c'est important de parler de ce sujet. Alors, peut-être qu'une deuxième question qui vient, si, n'hésitez pas, si vous avez envie de questions, d'ailleurs, je vais peut-être afficher la conversation, voilà, parce que par le chat aussi, vous pouvez écrire des questions sur votre ordinateur. Peut-être que la deuxième question qu'on pourrait voir ensemble, c'est pourquoi est-ce que c'est si important que ça vienne des parents, parce que vous pourriez vous dire, après tout, il y a des professionnels qui sont faits pour ça. Dans les structures qui accueillent nos enfants, peut-être qu'on pourrait aussi en parler. Alors, c'est vrai que de plus en plus, c'est quand même un sujet qu'on aborde et de plus en plus, les professionnels se préparent et se forment pour aborder ce sujet. Voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est si important que les parents en parlent? Eh bien, il me semble que les enfants viennent de l'amour de leurs parents, viennent de la sexualité, en l'occurrence, de leurs parents. Nous venons bien de la rencontre sexuelle de nos parents. Alors, si mes parents ne peuvent pas me parler de ce sujet, et parfois ça a été le cas pour moi déjà, pour nous, c'était aussi pour ça que c'est si difficile d'en parler. Mais si mes parents ne peuvent pas me parler de l'amour, si on ne peut pas en parler, c'est que c'est honteux, c'est que c'est sale. Et c'est tout de suite ces considérations qui vont venir, avec beaucoup de malaise, beaucoup de gêne. C'est parfois ce qui fait qu'adultes, justement, on a du mal avec ce sujet. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important que l'information vienne de mes parents. Nos enfants ont besoin d'entendre que, en tant que parents, on a été heureux de les concevoir. On a été heureux, amoureux, heureux de cette rencontre sexuelle-là. Voilà. Ça leur parle de leurs origines, on va voir ça tout à l'heure. Dire qu'eux-mêmes ne sont pas sales, ne sont pas honteux. Notre corps n'est pas spécifiquement sale. Voilà. Parce que ça, c'est des croyances qui peuvent perdurer très longtemps. Didier Dumas, qui en parle très bien, je trouve. Alors, Didier Dumas, on verra peut-être, je vous présenterai peut-être une bibliographie tout à l'heure sur le sujet, des ressources pour que vous puissiez continuer à explorer sur le sujet. Mais Didier Dumas, c'était un psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur le sujet de la sexualité. Il a écrit plusieurs livres que je trouve absolument remarquables. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Même sans acheter en bibliothèque, c'est assez connu. Il a écrit un livre qui s'appelle « Sans père et sans parole », qui raconte combien c'est important que les enfants reçoivent une parole sur la sexualité de leur père, de leur mère aussi, mais de leur père. Et puis, un livre qui justement s'appelle « La sexualité des ados », raconté par eux-mêmes, parce que ça montre le besoin de nos enfants d'avoir un mot sur la sexualité, une sexualité qui est humaine et donc qui a besoin d'être mise en mots, parce que nous sommes des êtres humains. Alors, ce qu'il raconte sur le fait que les parents, combien c'est important que les parents parlent à leurs enfants, il raconte, il est traumatique pour un enfant de découvrir que ses parents ne savent pas parler des plaisirs du corps ou ont honte des organes avec lesquels ils l'ont fait.
Lorsqu'ils refusent ou ne peuvent pas parler de la façon dont ils l'ont eux-mêmes assumé, ils condamnent l'enfant à n'avoir pas d'autre recours que sa propre imagination pour te donner une idée de la place qu'occupe la sexualité dans les relations humaines. Or, c'est précisément cela qui génère à l'âge adulte les fantasmes les plus étranges et autres bizarreries. La sexualité humaine se construit dans la parole. Bon, alors, c'est un psychanalyste qui nous dit ça, donc c'est quelqu'un qui est très sensible à la parole. Mais moi, je suis convaincue, et je le vois dans mon cabinet, que déjà, une première manière de se mettre au travail, même sans avoir des tas de solutions sur sa sexualité, c'est déjà de la mettre en mots. Voilà. Alors, en même temps, on est avec nos limites, avec nos inconforts, avec ce qu'on est, avec notre vécu qui parfois peut être traumatique sur ce sujet, parce que notre vulnérabilité, notre sexualité est très vulnérable, elle peut être abîmée facilement. Et donc parfois, malgré tout, le faire appel à un tiers, parce que les tiers, c'est la richesse d'autres, c'est la richesse d'autres formations. Et déjà, si je dis à mon enfant, écoute, ce sujet est difficile pour moi, mais je t'emmène voir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir en parler, déjà ça, c'est cadeau pour l'enfant. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de sexualité ? Je m'arrête juste un petit peu. J'espère que vous m'entendez tous bien. Et n'hésitez pas à me faire signe parce que moi, je n'ai pas votre image. Je crois que quand il y a quelqu'un qui veut parler, on peut lever la main. Donc, en principe, je vais avoir un signe de vie si jamais vous avez envie d'intervenir. N'hésitez pas à le faire. Voilà, je vois que Madame Dietrich, vous réagissez. Bon, j'espère que tout va bien, mais n'hésitez pas à me couper si jamais il y avait un problème. Alors, il y a des moments où on ne vous entend pas, où c'est un peu assuré. Donc, du coup, je ne sais pas, c'est sans doute lié au réseau, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu moins compréhensible. Voilà. Mais bon, je pense que vous n'y êtes pour rien. Donc, voilà. Alors, est-ce que n'hésitez pas à me le dire pour que je répète éventuellement quand c'est pas clair. D'accord, quand vous n'avez pas tout compris, c'est rien pour moi de répéter. D'accord, donc on lèvera la main dès qu'il y a un souci. Ça... Exactement, c'est une bonne idée, ça, oui. D'accord. Voilà. Alors, la question que je voulais aborder avec vous maintenant, c'était quand parler de sexualité, parce que c'est une question qui revient souvent. Il me semble qu'en fait, la première chose à se dire, c'est de ne pas attendre d'avoir une sexualité parfaite. Parce que très souvent, le sujet est difficile parce que nous attendons d'être parfaits ou d'être un peu plus épanouis sur le sujet. Parler de sexualité à mes enfants, ça ne veut pas dire que moi, je vais être dans un épanouissement total. Ça ne veut pas dire ça du tout. Alors, je vais répéter. Parler de sexualité à mes enfants, ça ne veut pas dire que tout est parfait pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est fluide, etc. Et je peux dire à mon enfant, je peux lui dire ça. Tu sais, la sexualité, c'est l'affaire de toute une vie. Et moi aussi, je suis en chemin. Mais ce que je peux lui dire à mon enfant, c'est déjà, tu vois, toi aussi, tu vas faire ton chemin. Et je te souhaite de pouvoir être heureux aussi dans ce domaine-là de ton existence. Parce que c'est un domaine qui nous permet, qui contribue à notre bonheur. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il faut en parler ? Oui, une chose aussi, c'est que dans les autres domaines où nous transmettons des choses à nos enfants, par exemple, je ne sais pas, moi, on leur transmet les règles de vie en société, les codes, on leur transmet, par exemple, sur des apprentissages scolaires, on va être un peu là. Eh bien, moi, j'attends pas d'être parfaite en anglais pour oser aider ma fille qui a un cours d'anglais et pour lui faire ses devoirs, vous voyez. Parfois, je ne me sens pas beaucoup plus douée, mais quand même, je vais lire pour qu'elle puisse, et pareil pour les codes en société, parfois, je peux me sentir moi aussi intimidée ou moi aussi un petit peu gênée, etc. Pour autant, je vais quand même m'appliquer à être soutien, à être soutenante pour mon enfant, pour lui montrer un peu ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est opportun, ce qui l'est moins, etc. Et il me semble que pour la sexualité, c'est exactement la même chose. Voilà, je ne veux pas attendre d'être parfaite.
Je vais faire avec ce que je suis, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, aussi en respectant mes valeurs, mon éthique personnelle, et je vais faire avec les moyens qui sont les miens. Voilà. Encore une fois, nos enfants n'attendent pas que nous soyons parfaits, loin de là. Voilà. Alors, je crois que le mieux pour parler de sexualité à nos enfants, c'est de commencer le plus tôt possible, c'est-à-dire même quand ils sont tout bébés. Pourquoi? Parce que peut-être que finalement, la personne la plus en difficulté, au final, c'est pas mon enfant, c'est moi. Et que plus j'en parle tôt, plus ça m'habitue moi-même à en parler. Avec des choses toutes simples. On va voir tout à l'heure qu'on peut en parler dès l'âge de tout bébé, de la sexualité, dès que nos enfants sont des bébés. Et il me semble que le premier avantage d'en parler si tôt, c'est que ça va d'abord, moi, me sécuriser avec le sujet. Moi, ça va me permettre de pouvoir en parler sans trembler, sans être avec plein de pulsations, etc. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que quand j'en parle, eh bien, je fais avec ce qui se vit aujourd'hui. Voilà. Il ne s'agit pas de... On ne sait pas forcément ce qui va pouvoir être vécu demain. On ne sait pas, d'ailleurs, qui est handicap ou pas est handicap. Hein. On ne sait pas ce que nos enfants vivront. Ce qu'il s'agit de vivre là, c'est d'en parler pour ce qui est aujourd'hui. Voilà, maintenant. Parfois, on va quand même inviter l'enfant à se projeter, comme ton papa, comme ta maman. Mais voilà, d'en parler aujourd'hui, c'est aussi d'accueillir le fait qu'il y ait des incertitudes et qu'on ne sait pas tout, on ne maîtrise pas tout. Ça n'empêche pas d'en parler. Alors, il me semble aborder vraiment sur ce que nous pouvons raconter à nos enfants, maintenant que j'ai un peu pris le temps d'introduire, ça serait de voir un peu ensemble ce que c'est la sexualité. Parce que je pense que ça joue beaucoup, l'idée qu'on a de la sexualité, sur ce qu'on va raconter et sur aussi notre capacité, notre facilité à en parler. La plupart des gens que je rencontre, quand je leur parle de sexualité, je leur demande, mais alors pour vous, qu'est-ce que c'est la sexualité? Et vous pourriez prendre juste 2 secondes, là, 30 secondes, peut-être plus que 2, pour repenser, pour vous, qu'est-ce que c'est la sexualité? Quels sont les premiers mots qui vous viennent quand vous pensez sexualité? Quelles sont les premières images qui vous viennent? Est-ce que c'est quelque chose qui ouvre en vous ou au contraire qui vous met dans de l'inconfort, qui vous met un nœud dans le ventre, etc. Accueillir déjà ce avec quoi je suis, ben voilà, c'est accueillir voilà où j'en suis aujourd'hui. Et c'est drôlement important parce qu'il s'agit de partir de qui vous êtes, de là où vous en êtes. Hein. Et c'est pas à critiquer ça, c'est pas voilà, c'est là où vous êtes aujourd'hui et c'est très bien comme ça. Voilà. Hein, tout ce qu'on va voir aussi, peut-être que je l'ai pas beaucoup dit, mais je crois qu'il y a pas à culpabiliser. C'est-à-dire que vous avez fait ce qui était possible jusque-là. Et donc, moi, mon intervention, elle vise surtout à venir compléter, à venir vraiment stimuler votre créativité dans ce domaine, à vous donner des billes, plutôt qu'à venir vous dire « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, etc. » Voilà, le passé est passé, donc de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. En revanche, on peut dire sur le présent et sur l'avenir. Voilà, ça c'est drôlement important. Donc l'important, c'est pas de vous culpabiliser sur ce qui n'a pas été fait, c'est vraiment de partir sur ce qui est encore possible. Donc pour parler de la sexualité, comme on est dans une société très érotisée, il y a tout ce qui est véhiculé en termes de conseils sur des positions, sur les films pornographiques, etc. Bon. En réalité, notre sexualité, elle est d'abord et avant tout le fait de vivre notre corps. Et mon corps, c'est mon corps sexué, c'est-à-dire mon corps de femme ou mon corps d'homme. Donc notre sexualité, c'est d'abord vivre notre féminité ou notre masculinité. C'est d'abord nous intéresser au fait d'être une fille et plus tard une femme, et d'être un garçon et plus tard d'être un homme. C'est d'abord ça la sexualité. C'est d'abord apprendre à être heureux, à nous familiariser d'une part, et puis à être heureux dans notre corps de femme ou dans notre corps d'homme. C'est la première chose de notre sexualité, et il me semble que c'est une chose absolument fondamentale. Ça va beaucoup jouer sur notre épanouissement. Et dans un second temps, éventuellement,
on peut s'intéresser effectivement à la relation sexuelle, c'est-à-dire à ce qui fait que parfois, on va être attaché à vivre et à découvrir ce que c'est que la rencontre sexuelle. Voilà. Hein. Mais souvent, ce qui fait que le sujet est difficile, c'est qu'on oublie que la sexualité, c'est d'abord vivre notre identité sexuelle et nous réjouir de qui nous sommes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aborder les différentes étapes de ce qu'on va pouvoir raconter à nos enfants tout au long de leur vie. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la sexualité, c'est l'affaire d'une vie, donc ça va être l'affaire d'une construction tout au long de notre vie. Et moi, même avec mon métier, je n'ai pas du tout fait le tour de la question et je pense qu'à 90 ans, je ne l'aurais toujours pas fait. C'est tellement vaste, c'est tellement insondable, c'est tellement mystérieux, c'est tellement grand comme domaine que je ne crois pas qu'on puisse en faire le tour. Voilà. C'est aussi ce qui peut nous permettre d'être curieux jusqu'à la fin de nos jours sur ce sujet. Voilà. Mais ce que je vous propose ici, c'est de voir ensemble un peu des grandes étapes qui nous permettront d'y voir un peu plus clair, même si après, d'un enfant à un autre, et puis d'un rythme à un autre, surtout en fonction des handicaps, eh bien, les étapes vont être un petit peu bousculées dans le temps ou pas exactement comme je les nomme. Mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que vous puissiez retenir les grandes lignes de ce que nous pouvons raconter à nous. Voilà, ça je pense que c'est important. Et puis, dans les mots que nous pouvons pouvoir mettre, ce qui va vraiment être important, c'est que notre sexualité, à partir du moment où elle peut être mise en mots, alors elle peut être pensée. Et c'est pour ça qu'elle a tellement besoin d'être mise en mots, c'est qu'à ce moment-là, elle se met à exister, elle peut être pensée. Alors, la première étape, peut-être, c'est celle des 0-3 ans. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut parler de sexualité dès les tout petits, dès que nos enfants sont bébés. Notamment au moment du change, ça va apprendre à nos enfants ce qui est de l'ordre du respect. Voilà. Quand je change la couche de mon enfant, je vais pouvoir lui dire, eh bien, voilà, je vais te changer, je vais toucher ton intimité. Ça, c'est ton intimité. Ton sexe, c'est vraiment ce que tu as de très, très précieux, c'est ce qui touche ton intimité. Parce que c'est une manière, en le prévenant, en racontant ça, eh bien, c'est une manière déjà de le respecter, c'est-à-dire de rappeler que c'est pas mon corps et que je prends soin de son corps. Voilà. Et ça crée de la distance entre nous, c'est très bien, et ça leur apprend tout doucement à faire la distinction. Ah bah oui, tiens, mon corps doit être respecté, mon corps doit être l'objet d'un respect. Voilà. Et puis en même temps que je fais ça, je peux dire, ben voilà, toi tu es comme moi, tu as le même sexe que moi. Un jour tu seras une femme et donc tu es une petite fille, voilà. Et ou l'inverse, ben, tu es comme ton papa et tu as un sexe comme tous les garçons et comme ton papa. Un jour tu seras comme ton papa, voilà. Déjà ça permet à l'enfant de se projeter. Puis moi, en tant qu'adulte, ça me permet d'appréhender le sujet. Moi, je me rappelle que quand j'ai eu ma première fille, ma fille aînée, eh bien, au début, j'avais vraiment le cœur qui battait la chamade. J'étais très inquiète de savoir si j'allais bien parler, de raconter à ma fille, de lui dire, voilà. Souvent, en plus, c'est le moment du change, c'est parfois un moment où les enfants en profitent justement, comme ils n'ont pas tellement accès à leur sexe au quotidien, ils profitent pour mettre la main justement sur leur vulve ou sur leur pénis. Eh bien, c'est justement en parler. Voilà, puisqu'on peut leur dire, ben c'est vrai que d'habitude, tu ne peux pas trop toucher parce que tu as une couche. Voilà, mais ça fait partie de toi aussi. Voilà. Et plus je vais en parler, plus le sujet va devenir fluide. Voilà, ça c'est une parole qui peut être prolongée après dans les temps du bain. Quand l'enfant grandit, parfois il va nous poser des questions. Et donc, eh bien, on va pouvoir aborder, ben voilà, tu as un sexe, ça s'appelle un pénis, tu as des testicules aussi, etc. Ou alors, ben, tu vois, toi, si tu es une petite fille, tu as une vulve, et puis tu sais, il y a toute une partie de ton sexe qui est à l'intérieur de toi, qui est bien protégée, bien au chaud. Voilà, on peut donner des images aussi, ça peut aider à en parler. Je sais que parce que pour les filles, comme il y a toute une partie à l'intérieur, eh bien ça s'aborde peut-être un peu moins facilement. Mais les filles ont besoin d'apprendre qu'elles n'ont pas du tout un sexe comme les garçons qui seraient logés à l'intérieur. Elles ont vraiment quelque chose à part, à elles, qui est de l'ordre du sexe féminin, que toutes les petites filles aussi ont, que toutes les femmes ont.
Et si c'est important de nommer avec les vrais mots, on peut aussi dire, bah, tu vois, l'utérus, c'est comme un petit nid douillet qui accueille les enfants. C'est là que tu étais dans mon ventre, etc., etc. Hein, voilà, parce que ça répond à des questions qui sont très importantes chez les enfants. C'est d'où je viens. C'est la question de leur origine. Maman, d'où je viens. Papa, d'où je viens. Voilà. Et quand nos enfants apprennent que ben voilà, ils étaient bien logés au chaud dans un nid douillet qu'on appelle l'utérus, ah tiens, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, ça va apporter beaucoup de sécurité. Et puis, ça vient aussi peut-être toucher la vérité quant à notre histoire. Parfois, c'est le moment d'aborder le fait que peut-être que le papa préférait un garçon, peut-être que la maman préférait un garçon, une fille, etc. Et comme nos enfants le sentent, ça, même si on ne leur dit pas, même si c'est un sujet qui est délicat, hein, c'est Françoise Dolto qui disait « avec des mots justes, on touche une intuition juste ». Et c'est très apaisant pour les enfants de sentir que leur intuition est rejointe par des mots. Donc si c'est le cas, hein, c'est pas si terrible. De toute façon, ça fait partie de leur histoire. Eh bien, c'est important de dire à notre enfant, ben voilà, tu sais, on attendait une petite fille ou alors on attendait un petit garçon, puis finalement, c'est toi qui es venu au monde. Voilà. Et maintenant, eh bien, on fait avec ce que tu es. On se réjouit aussi de qui tu es. Sur les incertitudes qui peuvent nous chambouler, qui pourraient même faire qu'on puisse avoir du chagrin sur le sujet de la sexualité quand on en parle à nos enfants, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va pouvoir être vécu par eux. On peut leur partager ça aussi. Je crois que c'est vraiment important. Tu sais, je ne sais pas trop comment ça va pouvoir être vécu pour toi, du fait de ton handicap. Je ne sais pas trop, mais ce que je sais, c'est qu'on fera tout ensemble pour que tu puisses t'épanouir et être heureux. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut dire. Voilà. Donc, quand on est tout petit, les questions, c'est pas du tout comment on fait l'amour, c'est surtout qui je suis. Qui je suis et d'où je viens. Voilà, et puis peut-être que l'enfant aussi, c'est ce que je parlais du moment du bain, il va y avoir les premières expériences. Et donc là, c'est vraiment le moment de nommer les différentes parties du corps. Voilà. Comme on nomme les oreilles, le coude, eh bien, notre sexe a un nom et on peut le nommer. Voilà. Voilà. Et puis parfois, ça va vers 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Ça va être un moment où nos enfants vont vivre de la masturbation. Voilà. Parfois, ils la vivront aussi adultes. Mais déjà, à cet âge-là, ça peut être le cas. Et à ce moment-là, souvent, c'est un moyen pour eux, surtout s'ils le font en notre présence, c'est un moyen pour eux de dire « j'ai des questions sur ma sexualité, je ne sais pas trop comment en parler, alors je t'en parle comme ça. Hein » Parce que parfois, j'entends des parents qui disent « bah oui, ça effectivement, tu peux le vivre, mais dans ton coin tout seul. » En fait, c'est pas accueillir l'enfant avec ses questions. L'enfant sait très bien qu'en fait, ça concerne son intimité, que ça concerne quelque chose qui est de l'ordre de sa sphère privée. Très souvent, il le sait. Et quand il vit une masturbation alors qu'il est en public, c'est-à-dire qu'il est dans un endroit où il y a d'autres personnes autour de lui, eh bien, ça dit qu'il a des questions et qu'il s'agit d'en parler ensemble. Voilà. Hein? Et puis, on peut poser des mots. Bah oui, c'est là que tu es une petite fille comme moi. Ou alors, c'est là que tu es un petit garçon comme ton papa. Voilà. Et la plupart du temps, quand on pose ces mots-là, eh bien, ça va suffire pour que la masturbation en public s'arrête. Hein, puisque du coup, elle n'a plus de raison d'être. Hein, puis, c'est aussi le moment de l'Oedipe, juste autour de 3-4 ans. Et donc, ça peut être important pour le papa de dire, bah, tu sais, je t'aimerais jamais comme ta maman parce que tu es ma fille. Et un jour, tu rencontreras un homme et que tu pourras aimer à ce moment-là. Et pour les garçons, c'est pareil. Hein. Alors, la deuxième grande étape, c'est 4-6 ans. C'est la découverte de l'identité sexuelle. La découverte pour nos enfants de « ah tiens, je suis une fille comme les autres filles. Un jour, je serai une femme comme toutes les autres femmes. » On découvre qu'on fait partie d'une communauté en lien avec notre sexe. La même chose pour les garçons et pour les hommes. Voilà. Hein, que notre société est divisée en 2 grandes communautés, les garçons et les filles. Voilà, que les garçons, ils ne sont pas faits pareil que les filles.
parce qu'on se demande bien comment il est fait. Voilà. Et donc, c'est encore un moment où on a besoin de mots. Voilà. On découvre l'altérité. Et c'est aussi, plus largement que la sphère proprement sexuelle, c'est-à-dire anatomique, c'est un moment où on va être très curieux de tous les comportements qui sont en lien avec la sexualité. Donc, c'est des moments où parfois ça peut faire peur parfois à certains parents parce qu'il y a des garçons qui vont vouloir se déguiser en filles, qui vont vouloir se maquiller, se mettre du vernis. Les filles, on va les traiter parfois de garçons manqués, ce qui est une drôle d'expression, je trouve. Enfin, moi, je l'aime pas beaucoup parce que qu'est-ce que ça veut dire un garçon manqué? C'est quand même pas très bon, c'est pas très positif. Mais c'est un moment où les enfants vont beaucoup explorer. Qu'est-ce que c'est que tirer à l'arc et faire comme les garçons? Qu'est-ce que c'est que s'habiller, être comme une princesse, comme les filles? Voilà, pour ressentir aussi, tiens, c'est ça être une fille, c'est ça être un garçon. Voilà. Donc c'est vraiment un âge où on peut, sans souci, offrir une poussette à un garçon qui aurait envie d'une poussette et d'une poupée, offrir un arc ou un pistolet à une fille qui en aurait envie ou n'importe quoi. Vous voyez, d'être très ouvert, contrairement aux rayons, enfin ce qu'on voit dans les rayons, il y a les jouets pour les filles, les jouets pour les garçons, parce que ça permet aux enfants d'élaborer vraiment toute cette histoire de l'identité sexuelle et des comportements qui sont en lien avec notre identité. Et c'est très important pour eux parce que ça leur montre que notre sexe, c'est pas simplement une histoire anatomique, c'est aussi une histoire physiologique, c'est-à-dire de la manière dont ça circule dans notre corps, et c'est une histoire psychologique, c'est-à-dire que ça nous donne une manière d'être au monde qui est particulière, qui est fonction de notre identité sexuelle. Et puis, 4-6 ans, c'est aussi l'âge de la pudeur, de l'intimité. Donc, on va vraiment parler de tout ça à nos enfants, de ce qui se fait à la maison, ce qui se fait à l'extérieur. Hein. C'est vraiment en lien, d'ailleurs, plus généralement dans leur vie, avec tout ce qu'on apprend sur le comportement social. Voilà. Et donc, il y a aussi des choses qui sont dans sa chambre et des choses qui sont dans le salon. Voilà. Ça peut perdurer. Hein. Mais ça va être une des étapes de l'accompagnement de nos enfants dans la sexualité, c'est qu'on va leur apprendre voilà, ce qui peut se faire dans sa chambre, dans l'intimité, ce qui peut se faire en public, etc. etc. Hein. C'est vraiment leur apprendre le respect qu'on leur doit aussi. Et donc, ça va vraiment être très important pour eux à ce moment-là de découvrir que quand on rentre dans leur chambre, on toque à la porte. Ils vont nous dire oui, surtout s'ils sont dépendants de nous. Mais même s'ils sont dépendants de nous, c'est très important de leur signifier le respect qu'on leur doit en toquant à la porte, en leur demandant est-ce que je peux te laver là, est-ce que je peux, etc. Parce que c'est vraiment leur signifier le respect qui leur est dû là, parce que ça concerne leur intimité. Lorsque l'on fait face à la découverte du handicap, souvent dans la petite enfance, on ne pense pas à parler de la sexualité car on est envahi par plein d'autres questions. Et on peut passer à côté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai et en même temps, je crois que parfois on dit que la sexualité, on est au cœur de qui nous sommes. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait le cœur de notre vie. Alors, bon, c'est pas l'expérience de tout le monde, mais quand même, c'est une des choses que nos enfants traversent. Et parfois, toutes les questions matérielles, tout ça, vont être bien moins importantes pour eux que cette question d'être accueillis dans toutes les parties de qui ils sont. Voilà, c'est pour ça que je pense que plus on en parle tôt, mieux c'est, parce qu'on finalement, on s'habitue aussi à ce que ce soit un sujet du quotidien. Et finalement, le bain, de toute façon, il va être pris. Les changes, ils vont être faits. Et donc, ça ne va pas prendre plus de temps d'en parler que de ne pas en parler. Voilà. Voilà. Et puis, nos enfants grandissent. Ils vont avoir 7 ans, 10 ans, etc. Hein. Et donc là, c'est un moment où parfois, il y a moins besoin de paroles. C'est un moment où les enfants vont vraiment construire leur imaginaire érotique à partir de tout ce qu'on a pu leur dire avant. Alors, si ça n'a pas été dit, c'est pas trop tard, on peut leur dire à ce moment-là. Mais ils n'ont pas besoin d'images, ils n'ont pas besoin de précision, souvent. Ils ont plutôt besoin d'être accueillis dans la sensorialité, c'est-à-dire l'écoute des 5 sens. Et puis, avec tout ça, ils vont construire leur imaginaire érotique qui va leur servir plus tard à être épanouis dans ce domaine. La sensorialité, c'est vraiment
tout ce qui est en lien avec, donc c'est l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, hein. Et notamment quand il y a des handicaps physiques, moteurs, eh bien on va être très très sensible à tout ça, parce que on va être encore plus sensible à vivre du plaisir là, puisqu'on n'a pas les autres, on n'a pas certains plaisirs, eh bien on va s'attacher à vivre les plaisirs là. Et plus nous aidons nos enfants à savourer le plaisir en posant des mots dessus, c'est-à-dire oh, qu'est-ce que c'est bon de sentir la chaleur du soleil sur mes joues. Oh, tu sens le vent là, tiens, si on lève la main, ah oui, c'est bon de sentir le vent dans les mains. Voyez. De savourer un paysage, de savourer la douceur d'un vêtement, la chaleur d'un plaid, etc., etc. Vraiment, c'est des choses qui déjà, ça n'en paraît pas, mais ça aussi, c'est une approche du corps qui aide beaucoup à la sexualité. Hein, voilà. Et que sur nos 5 sens, le ressenti n'est pas tout à fait le même. On n'est pas obligé de nommer que c'est différent pour un garçon, pour une fille, mais juste en nous attachant à savourer ce que nous donne à vivre nos 5 sens, nous allons aider nos enfants à être dans le plaisir de vivre dans leur corps. Même s'il y a de la douleur, il n'y a pas que de la douleur, il y a aussi des moments de plaisir. Même s'il y a de l'inconfort, même s'il y a des choses où on ne bouge pas comme on voudrait, eh bien, il y a du plaisir. Voilà. Voilà. Et puis, ça va être souvent un âge où on apprend la maîtrise de soi. La maîtrise des sphincters, la maîtrise, on apprend à se tenir à peu près, à pas bouger dans tous les sens quand on ne peut pas le faire. Et tout ça, c'est vraiment en lien avec notre sexualité parce que c'est en lien avec une énergie qui a besoin de vivre, d'être écoutée. Et donc, si on a mis les mots dessus, eh bien, l'énergie, elle a moins besoin de s'épancher. Voilà, notamment chez les garçons qui ont besoin de courir partout pour se sentir fort, costaud, etc., sentir que leur énergie sexuelle, elle est bien vivante. Eh bien, quand on leur dit, oui, oui, tu es un petit garçon, effectivement, tu as besoin de courir partout, ça va les aider justement à être canalisés et peut-être à avoir moins besoin de courir dans tous les sens. Voilà, et puis on passe après à l'étape des 11-14 ans. Alors, c'est une étape où à nouveau, on a besoin de mots parce que c'est le moment où on peut tomber amoureux, tout ça. Et donc, à nouveau, on va s'intéresser à ce que c'est que les garçons. Qu'est-ce que c'est les garçons? Qu'est-ce que c'est les filles? Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau affectif parce qu'on traverse dans les grandes questions qu'on vit. Voilà. Et donc, ça peut être vraiment intéressant pour nos enfants de nous entendre parler aussi de comment est-ce que nous avons grandi, nous. Peut-être la première fois où nous sommes tombés amoureux, ou parfois sur les difficultés qu'on peut être en relation avec notre conjoint parce que, justement, oh là là, c'est vraiment un homme, il réagit comme un homme, ou alors c'est une femme. Tu sais, c'est comme les femmes, hein, elle réagit comme une femme. Voilà. De montrer à nos enfants que notre sexe, ça vient aussi impacter notre psychologie. Voilà. Hein. Il y a des livres pour ça qui s'appellent Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui sont assez riches parce qu'ils montrent combien notre psychologie, notre manière d'être au monde est affectée par notre sexualité. Et je pense aussi au langage de l'amour. Alors c'est plus vaste, hein, on peut avoir les mêmes. Les langages ne sont pas sexués, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les langages pour les femmes et le langage pour les hommes. Mais comme ça parle d'amour, eh bien, c'est quand même en lien avec notre sexualité parce que notre sexualité, c'est la première chose, c'est la manifestation de l'amour. Hein. On dit bien dans la relation sexuelle qu'on fait l'amour. Et donc, même si on n'a pas de relation sexuelle, déjà, on peut avoir à cœur de manifester son affectivité. Et donc, dans les câlins, on fait des câlins comme un garçon ou comme une fille. On fait des câlins comme une femme. Tout ça, ça peut être nommé pour accompagner nos enfants, pour leur montrer que, effectivement, là, il y a un champ de possible. Et puis, ça va être la puberté, ça va être vraiment important. Comme nos enfants tout petits ont eu besoin de mots, à l'approche de la puberté, ça va être important de nommer pour eux ce qui se passe. C'est-à-dire que la jeune fille va avoir de la poitrine, qu'elle va avoir ses règles, elle va être sur un rythme cyclique. Qu'est-ce que c'est le cycle? Comment ça va impacter notre manière d'être au monde? Que les jeunes hommes, eux, vont vivre peut-être des émois, leurs premiers émois sexuels, c'est-à-dire avec quelque chose où parfois ils vont
ils vont sentir que leur sexe va réagir. Tout ça, c'est vraiment important. Mais on ne maîtrise pas tout. Que parfois, ils vont voir que le matin au réveil, ils ont éjaculé, etc., etc. Hein, tout ça, c'est des choses du corps. Donc, plus il y a des mots posés dessus, moins il y a de honte, moins il y a l'impression que c'est sale. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie. Et déjà, peut-être le premier objectif de cette conférence, c'est qu'en m'entendant en parler, en pesant des mots sur tout ça, vous allez pouvoir entendre que c'est possible, on peut en parler. Voilà. Ce qui va beaucoup aider nos enfants, c'est, par exemple, si j'ai un garçon, c'est d'entendre son père en parler, c'est-à-dire comment lui, il a géré ça. Par exemple, la première fois qu'il a eu une éjaculation nocturne, oui, c'est vrai que c'est pas très simple, enfin, c'est pas très marrant parce que les draps sont trempés, qu'il faut les changer, etc. Bon, finalement, ça se vit, puis tout doucement, ça se régule aussi. On n'est pas à 15 ans, 20 ans, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'hormones. Donc, c'est normal que ce soit tellement puissant dans notre vie. Et puis, il y a quand même un âge après où ça se stabilise, où on va apprendre à maîtriser, mais c'est la même chose pour nos émotions. À 15 ans, à 20 ans, on peut encore être très débordé par ses émotions. Et puis, avec le temps, on apprend à les faire nôtres, à pouvoir les maîtriser, surtout maîtriser leur expression. Voilà, c'est la même chose pour notre corps. Et puis plus tard, vers 15-20 ans, ça va être tout ce qui va être en lien sur, l'accompagnement de nos enfants, ça va être sur la différence entre désirer quelqu'un, aimer quelqu'un. Parfois, je peux désirer quelqu'un, je peux être attirée par quelqu'un, avoir très envie d'être dans ses bras, de le toucher, de l'embrasser, etc. Et ne pas être amoureux. Ou alors je peux être amoureux et au fond peut-être être pas très attiré, voyez. Et que du coup, l'amour, c'est ce qui conjugue les deux. C'est à la fois on est très attiré et à la fois on se sent très amoureux. Voilà. Donc ça va être beaucoup sur ces questions-là et encore des questions sur, voilà comment réagissent les filles. C'est normal que elles puissent se mettre à pleurer quand tu dis ça, etc. Ou alors voilà comment réagissent les garçons. C'est normal que, etc. Ça va vraiment pour eux, ils vont avoir souvent ce souci-là de qu'est-ce que vivent les garçons, qu'est-ce que vivent les filles, qu'est-ce que ça veut dire être amoureux, comment est-ce que je peux savoir si effectivement je suis amoureux ou pas, est-ce que ça s'appelle de l'attirance ou pas, etc., etc. Parfois, accompagner nos enfants, quand il y a des handicaps qui ne permettent pas d'imaginer une relation aboutie ou quand il y a des choses qui ne peuvent pas se vivre, ça va être simplement de pleurer avec nos enfants, de souffrir avec eux. Et puis, donc déjà, la première chose, et à mon avis, c'est déjà très consolant pour un enfant, c'est de sentir qu'il est accueilli aussi dans sa souffrance. Et ça va aussi être de répondre à ces questions. Je pensais à un monsieur qui était tétraplégique. Il était éperdument triste le soir quand il se couchait parce qu'il pensait qu'au moment du coucher, tout le monde faisait l'amour. La planète entière faisait l'amour sauf lui. Donc déjà, ça le mettait dans une solitude extrême. Et puis, il était dans une espèce d'énorme frustration. Voilà. Et en fait, cet homme avait vraiment besoin d'entendre que même si les gens sont en couple, c'est pas toujours évident de se retrouver dans la sexualité. Que comme c'est un domaine où on est très vulnérable, il y a des hauts et des bas. Effectivement, il y a des moments très heureux, il y a des moments aussi plus douloureux, et que tout le monde n'a pas forcément une relation sexuelle tout le temps, tous les soirs. Voilà. Il avait vraiment besoin d'entendre ça, que ah oui, c'est pas parce qu'on peut la vivre qu'on la vit tout le temps. Voilà. Que la tendresse a aussi sa part. Et donc, c'est important de poser des mots parce que ça vient relativiser, ça vient permettre que les choses ne tournent pas en boucle comme ça, comme un petit vélo qui ne pourrait pas s'arrêter, mais ok, je suis accueillie dans ce que je vis. Et je crois que c'est un des premiers objectifs de pouvoir parler de sexualité à nos enfants, c'est de se sentir accueillis dans ce qu'ils sont, dans toutes les dimensions de leur existence. Déjà, ça apaise ce qui pourrait être difficile. Voilà.
Et puis, il me semble qu'il y a vraiment une chose qui est très, très importante à aborder. C'est notre sentiment de vulnérabilité. C'est le fait qu'on ait peur, qu'il puisse y avoir des angoisses. Je trouve que notamment quand il y a des handicaps, on peut je crois que c'est ce qui a beaucoup encouragé tout ce qui était un petit peu assistance sexuelle. C'est-à-dire que, notamment quand il y a des handicaps physiques, quand les gens sont en fauteuil ou je ne sais quoi, on peut se dire, non mais moi, avec mon handicap, de toute façon, personne ne pourra jamais m'aimer. Et donc, moi, ma sexualité, la seule possible, c'est avec quelqu'un avec un assistant sexuel. Bon. Je crois que vraiment, c'est oublier que toute personne humaine, quelle qu'elle soit, va vivre de la vulnérabilité dans sa sexualité. Que la sexualité nous met en lien avec notre vulnérabilité, avec nos peurs, avec nos angoisses, avec nos complexes, avec notre peur de ne pas être aimé, avec notre peur de ne pas être désirable, avec tout ça. Et que ça, qu'on ait des handicaps qui soient visibles ou pas, on est tous finalement un peu à la même échelle, c'est-à-dire on est tous vulnérables avec des choses qu'on aime moins, des choses qu'on aime bien, des choses qu'on a envie de montrer, des choses qui nous paraissent tellement difficiles à montrer à l'autre. Ça, c'est vraiment notre lot commun d'être humain, nous ne sommes pas parfaits. Alors c'est vrai que quand on est en situation de handicap, il y a des choses, notre vulnérabilité, elle se voit peut-être plus, et peut-être que finalement, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, peut-être que finalement, au moins, les choses sont là dès le départ. Mais de toute façon, tous, quoi qu'il arrive, nous allons devoir passer par oh là là, est-ce que je vais être aimable avec ça? Est-ce qu'on va m'aimer avec ça, avec tout ce que je suis? Et je crois qu'à cette échelle-là, à cette aune-là, moi, je pourrais dire que moi aussi, j'ai certains handicaps en moi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me mettent vraiment très mal à l'aise parce qu'ils me font peur, parce que oser être aimé avec tout ça, voilà. Et je crois qu'à ce niveau-là, on est tous un peu pareils. Et c'est peut-être ça qui peut nous permettre, même si on ne vit pas le même handicap ou le handicap de nos enfants, de pouvoir les accompagner. C'est que nous aussi, il y a des lieux de notre vie où nous sommes vulnérables, où nous sommes profondément démunis. Alors, j'ai une question. Sexualité et intimité sont très liées. Je pense comment faire avec un enfant ado ou adulte pour différencier notamment lors du change, autrement dit, comment en tant que parent, comment réagir pour qu'il n'y ait pas de malaise à ces moments-là. Alors, je crois qu'il faut le nommer, ce malaise. Que le mieux, peut-être le plus simple pour en sortir, c'est de le nommer. C'est-à-dire, tu sais, tu grandis. Et c'est difficile pour moi, du coup, d'être en lien avec ton intimité, avec le fait que tu grandis, parce que je vois que tu deviens une femme ou tu deviens un homme. Voilà. Et donc, à chaque fois, on va vraiment poser la question, on va vraiment être plein, s'attacher à être dans du grand respect. C'est-à-dire que tant que c'est possible de faire intervenir d'autres personnes, parce que je pense que c'est pas pareil que moi de changer mon enfant, ou alors que ce soit un professionnel qui le change. Le professionnel, c'est pas son enfant, et donc il y a déjà une distance là. Et donc, si c'est possible, c'est mieux quand c'est un professionnel qui le fait, quand c'est quelqu'un qui vient aider. Et si c'est pas possible, eh bien, c'est en mettant des mots. Je crois que le pire, c'est de ne pas mettre des mots. En fait, c'est quand je suis énervée, je claque la porte. Et puis l'autre, il est tout seul avec ma colère. Il est juste en lien avec son interprétation, avec son imagination. Alors que si je lui dis « Ouh là là, je suis vraiment en colère, je m'en vais », eh bien déjà, c'est moins violent. Et donc, quand je dis à mon enfant « Ouh là là, c'est pas facile pour moi de te changer parce que… » Et j'imagine que pour toi aussi, ça puisse être difficile parce que je suis ta maman et que il s'agit de vivre ça ensemble. Eh bien, juste déjà de poser ça, ça va nous permettre de vivre les choses peut-être plus facilement. Juste de dire, je vois que tu deviens un homme et donc peut-être que c'est pas très simple pour toi d'accepter qu'on vive ça ensemble, que ce soit moi qui te change. Hein. Et donc, à chaque fois de poser la question, voilà, je vais venir te changer. Je vais venir, est-ce que c'est OK pour toi? À chaque fois de toquer à la porte, à chaque fois, même si on sait bien que la réponse va être oui, de pouvoir signifier à notre enfant,
ok, c'est pas mon corps, c'est le tien. Et je fais bien la différence entre mon corps et ton corps. Et à chaque fois, je te marque le respect que je te dois. Parce que du coup, ça va leur rappeler, même si ça doit être vécu, enfin, qu'on ne peut pas passer en dehors de ces temps de change, etc. Eh bien, ça va leur marquer que, voilà, on crée de la distance avec ces mots qui sont posés. C'est pas mon corps, c'est le tien. Et je rappelle que tu as une bulle, je rappelle que c'est ton intimité, je rappelle que c'est ton corps. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et puis, je crois que ça serait bien, comme on avance dans le temps, que vous puissiez poser vos différentes questions. Que vous puissiez réagir sur ce que j'ai pu vous dire. Alors, j'ai bien conscience que c'est un sujet qui peut être douloureux, qui peut être souffrant, hein, et que moi, je viens en mettant un peu les pieds dans le plat avec tout ça. Donc, je m'excuse par avance si j'ai pu vous blesser ou vous heurter dans ce que je vous ai dit. J'ai bien conscience que c'est un sujet qui chamboule. Hein. Encore une fois, vraiment, je vous invite à ne pas culpabiliser pour le passé. Vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens qui étaient les vôtres, avec les informations qui étaient les vôtres. Peut-être que ce n'était pas la priorité à ce moment-là, donc ce n'est pas la peine de culpabiliser sur le passé. Simplement, il s'agit maintenant de se préoccuper de l'avenir, de ce qui se vit aujourd'hui et demain. Voilà. Hein, et le passé, vous avez fait ce que vous avez pu, et c'était très bien comme ça. Alors, je vois une autre question là. Que dire à un jeune avec un handicap quand il demande s'il pourra avoir des enfants? Alors, je ne sais pas si c'est un handicap physique ou mental. Je crois que cette question, elle nous met vraiment en difficulté. Ça me fait penser un petit peu à la mort. Handicap mental, oui, avec anomalie génétique. Donc, a priori, il ne pourra pas avoir d'enfant. C'est bien ça la vérité. Hein, c'est qu'il ne pourra pas y avoir d'enfant. Je crois que dans des situations très douloureuses comme ça, on pourrait être tenté de ne pas donner la vérité, de ne pas la dire. Et ça me fait penser un petit peu à un autre sujet, mais qui est souvent en lien d'ailleurs avec la sexualité, c'est la mort. Peut-être que vous avez entendu parler du livre de Marie de Henzel qui s'appelle La mort intime, où elle raconte combien ça peut être violent pour des gens qui sont en train de mourir qu'on ne leur dise pas. D'une part, ils ne peuvent pas se préparer, ils ne peuvent pas dire au revoir, et puis sinon, ça peut les mettre aussi dans beaucoup d'angoisse. Parce qu'ils sentent bien que ça approche, mais en fait, il n'y a pas de mots posés dessus. Quand nos enfants ne peuvent pas avoir d'enfants, je pense qu'ils le sentent en fait. Et donc, à mon avis, le pire, ça serait de leur laisser dans la violence que de leur faire croire que si, peut-être, que si, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment important de mettre des mots. Ben oui, tu sais, avec ce que tu vis, c'est absolument très injuste ce que tu vis. C'est très souffrant et ça me donne même envie de pleurer avec toi, mais très certainement que tu ne pourras pas avoir d'enfant. En faisant confiance à nos enfants que, voilà, on va traverser ça ensemble. Et en même temps qu'on raconte ça, on va pouvoir dire, et on va s'attacher à ce que tu puisses être heureux dans tout ce que tu traverses, que tu puisses être le plus heureux possible. Madame Branger, vous pouvez poser la question si vous le souhaitez. Finalement, ça répond un petit peu à la question que je me posais, que c'était avec des enfants comme les nôtres, qui sont terribles, très handicapés, très polyhandicapés. Qu'est-ce que ça veut dire parler de la sexualité? Vous avez entendu la question, Madame Barraud? Oui. Eh bien, il me semble que ça va être parlé beaucoup du féminin et du masculin. C'est-à-dire de notre façon d'être au monde et du plaisir qu'on peut vivre dans notre corps, soit d'homme, soit de femme. Donc, pour les femmes, on va pouvoir insister sur les ressentis, sur dès que je caresse, dans toute la manifestation de tendresse, tout ça, on le fait comme un homme ou comme une femme. Recevoir un câlin d'un homme et recevoir un câlin d'une femme, c'est pas pareil. Ça se sent. Et donc, parler de la sexualité et la vivre, c'est déjà ça. Voilà. Et je pensais encore à une autre chose.
Oui, pour les hommes, vivre son masculin, vivre sa virilité, vivre sa masculinité, ça va être aussi de vivre quelque chose de l'ordre de l'aventure. Comment est-ce que je me sens un homme? Comment est-ce que je vais vivre l'aventure? Comment est-ce que je vais vivre des challenges, des défis, etc. C'est là aussi que ma sexualité se joue. Elle se joue pas que simplement dans la relation sexuelle. Vraiment, on a cette idée que notre sexualité, c'est tout de suite relation sexuelle. Mais c'est pas juste ça. Notre sexualité, c'est d'abord notre sexe, c'est-à-dire notre identité sexuelle. Comment est-ce que je vis le fait d'être une femme ou je vis le fait d'être un homme? Et comment ça se manifeste et ça se concrétise dans ma vie? Ça va se concrétiser dans des grandes aventures. Ça va se concrétiser pour les femmes aussi dans comment est-ce que je vis ma fécondité. Même si je n'ai pas d'enfant, parce que je ne peux pas en avoir, je peux quand même donner, je peux créer, je peux être dans une créativité. Ma créativité, elle se loge dans mon utérus, dans mes ovaires. C'est grâce à mon utérus que je peux être si créative. Et ça, notamment des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, elles ont besoin d'entendre ça, que grâce à leur féminité, c'est ça, elles peuvent être créatives et avoir des projets, peut-être peindre, dessiner, chanter, modeler, écrire, créer, façonner, enfin plein de choses possibles en fait. Tout ce qui nous met en lien avec de la créativité. Et là encore, c'est encore notre sexualité qui est en jeu à ce moment-là. Ça va, elle a répondu à votre question? C'est intéressant. Alors, quel est son handicap, pardon? Elle a un handicap physique lourd et un handicap mental profond, donc elle est ce qu'on appelle polyhandicapée. Oui. Donc, déjà, de rentrer en relation avec elle, c'est compliqué. Oui. Et oui. Bon, ce que vous avez dit, c'est intéressant dans le sens où on va parler plus à ce moment-là de l'émotion, de tout ce qui peut se faire au niveau du tactile aussi. Tout à fait. Par exemple, on peut lui dire, tu sais, les femmes ont la peau 7 fois plus fine que celle des hommes. Quand je te caresse, et toi aussi quand tu me touches la main, c'est très sensible. Donc je fais attention, je n'appuie pas trop fort parce que tu es très sensible, tu sens bien ça, comme moi. Tu sais, on est des femmes toutes les deux. Mais c'est très intéressant par rapport à tout ça, ce que vous avez dit au niveau de la différenciation entre l'homme, la femme, les réactions, et puis ça ouvre quand même des portes, quoi. Ça nous donne une ouverture. Pour mieux appréhender les choses et mieux, voilà. Tant mieux, tant mieux. Alors, est-ce que j'ai vu que ça avait bougé, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on arrive bientôt à la fin? Est-ce que quelqu'un aimerait poser encore une autre question? Moi, je veux bien apporter mon témoignage. Si... Oui, c'est aussi c'est bienvenu. Oui. Voilà. Donc, je vais juste reprendre parce que ça a raccroché le téléphone pour qu'elle puisse s'entendre aussi. Oui, on a été coupé. Voilà. Donc, du coup, je reprends. Donc, j'apporte mon témoignage. Donc, moi, quand Christophe était très lourdement, était polyhandicapé aussi, donc pas de parole, assez limité dans les gestes corporels aussi. Et donc, je me souviens de la première fois qu'on m'a parlé. Alors, c'est vrai que la sexualité, pour moi, c'était plus l'acte aussi. Hein. C'était pas justement le fait d'être une femme ou un homme. Donc, dans ce sens-là, c'était très intéressant. Et donc, c'est une kiné qui m'a dit, donc Christophe était tout petit, et je crois qu'il avait 3 ans, et la kiné qui venait à domicile m'a dit, vous savez, un jour, il faudra faire, ça ne sera pas à vous de le changer, ça ne sera plus à vous de le changer, parce que ça deviendra un garçon. Et ça m'a heurtée, parce que je me suis dit, elle me prend pour une mère incestueuse. Et donc, du coup, cette kiné, franchement, je ne pouvais plus la voir, quoi. Et j'ai demandé d'ailleurs à changer parce que c'était tellement agressif pour moi. Et donc, effectivement, Christophe a grandi. Et cette phrase m'est revenue dans la tête après quand il est devenu un jeune homme. Et donc, là, alors, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est moi, mais il y a eu un malaise au moment d'échange.
Et donc j'ai dit au papa, j'ai dit bon maintenant c'est à toi, c'est une histoire d'homme, c'est plus de mon ressort. Bon, il a fallu attendre un certain temps parce que papa, voilà, il a mis du temps à prendre le relais, mais il l'a fait. Il n'avait pas trop le choix à un moment donné. Il était parce que je ne le lavais plus, donc c'était lui qui le lavait. Et puis après, quand Christophe a grandi encore et que j'ai fait venir justement des auxiliaires de vie à domicile, je me suis rendu compte qu'il m'a fait comprendre plus ou moins qu'il ne voulait plus que ce soit moi qui le change parce qu'on avait un système de photos et donc avec la photo, suivant le sourire ou la tête, je savais que c'était oui ou non. Et donc du coup, je lui montrais la photo, la mienne et celle de son papa. Ben, quand son papa était là, hein, c'était pas toujours le cas. Et donc, il regardait toujours la photo de son papa. Donc moi, j'étais contente. Je me disais, ah, il veut que ce soit toi qui le change. Et moi, je partais et je l'ai laissé entre hommes. Mais c'est vrai qu'il m'a fait comprendre ça et je trouve ça très bien. Il n'était pas du tout content quand je le change. Et donc, je lui disais, écoute, on n'a pas le choix. Il n'y a que moi. Il faut que je te change. Mais il y a vraiment eu ces moments-là qui étaient assez révélateurs. Justement, je pense de sa sexualité, et moi, j'ai jamais pu en parler avec lui. Je n'ai jamais pu en parler parce que pour moi, c'est trop dur. Et il y avait aussi des moments où il se masturbait. Et, oui, mais Madame Dietrich, juste me permet, quand déjà vous lui dites, tu sais, quand vous lui dites, tu sais, là, on n'a pas le choix, il faut que je te change, je vois bien que tu es gênée. Déjà, juste de poser ces mots-là. Moi aussi, tu sais, je sens bien que tu préférais que ce soit ton papa et je comprends bien parce que tu es un homme maintenant et que c'est délicat pour toi, etc. Et que dans la mesure du possible, on va tout faire pour que ce soit d'autres personnes que moi qui te changent. Ça, c'est déjà super pour les enfants. Oui, ouais. C'est cadeau pour eux. Oui. Et vous disiez? Et après, bon, quand il y avait la masturbation, hein, donc pareil, il pouvait pas le faire au niveau, il pouvait pas se caresser puisqu'il n'avait pas cette motricité, mais je le voyais dans ses yeux, je le voyais oui, les yeux qui brillaient et tout ça. Et donc du coup, moi je partais. Je le laissais parce que bon, il était en fauteuil, il pouvait pas bouger. Donc c'est moi qui sortais de la pièce, mais je ne l'énonçais pas. Je lui disais pas, voilà, je partais parce que ça me gênait moi. Hein, je ne sais pas si ça gênait Christophe, mais en tout cas, ça me gênait moi beaucoup. Et donc, du coup, j'allais dans une autre pièce. Mais je ne parlais pas avec lui. D'accord. Voilà. Et ce que je vous avais dit, c'est que ce qu'on pouvait dire à ce moment-là, juste mettre des mots, c'est « Ah ben là, je vois que tu vis un temps d'intimité, je m'en vais. Je te laisse et puis je reviendrai plus tard. » Voilà, parce que ça dit que tu as le droit, ça dit j'ai bien conscience que tu grandis, que tu vis ça aussi, ça ouvre en fait des portes plutôt que ça ferme. Ça permet à l'enfant de se sentir accueilli en fait avec tout ce qu'il vit. Oui, je disais que par rapport à la toilette, c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour nous. C'est-à-dire que Élodie grandissante, et naturellement, moi qui me suis occupée d'elle, ça me semblait évident, quoi, à ce moment-là. Ça, c'était évident. Oui, mais vous voyez que vous pouvez vraiment vous faire confiance en tant que parent. Moi, je suis touchée par vos deux témoignages, c'est que vous avez senti toutes les deux les choses. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je disais combien c'est important que les parents soient là aussi, parce que il y a une écoute des enfants qui est vraiment forte et des intuitions aussi qui sont tellement importantes et que sans doute un professionnel ne verrait peut-être pas ou sentirait pas pareil, vous voyez. Mais par contre, maintenant, comme on vieillit, hein, elle vieillit, mais nous aussi on vieillit, donc au niveau de la toilette, mon mari vient m'aider à un certain moment de la toilette, pas toute la toilette, mais vient m'aider parce que je ne peux pas faire toute seule, quoi. Donc, là, on peut lui dire, tu sais, je peux plus m'en occuper toute seule, c'est trop difficile pour moi, je vieillis, tu vois. Mais on va faire tout ce qu'on peut pour te respecter profondément dans ton corps. On va faire pour être le plus délicat possible avec toi. Vous voyez, on peut dire des choses comme ça. Voilà. Ça m'intéresse d'entendre ça, parce que c'est vrai que peut-être parler plus encore, quoi, pour expliquer. Mais quand on met des mots tout de suite, les personnes se sentent accueillies, elles sentent qu'on fait attention à elles, qu'on entend ce qui se passe pour elles, vous voyez. Voilà. Tout à fait, oui. Alors, je vois qu'on arrive à la fin. Il y avait une dernière question. À quel moment parler de contraception? Dans quelle mesure les relations sexuelles peuvent-elles être... Alors, c'est une grande question.
Est-ce le rôle des parents, des éducateurs? Je pense que c'est un sujet qui peut être envisagé à plusieurs. À mon avis, les parents vont avoir vraiment besoin d'en parler avec les éducateurs, savoir comment est-ce que ça peut être mis en place, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, etc. Alors, on n'a pas eu le temps, mais j'ai préparé une bibliographie en fait pour vous donner aussi d'autres billes, d'autres choses à voir, notamment des petits films où ces sujets-là sont abordés. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse toute faite. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse générale, qu'il y ait des vérités sur le sujet. Je pense que c'est à chaque fois une histoire de personnes, de relations, de ce qui se passe, etc. C'est pour ça que c'est vraiment important d'envisager ça dans une globalité avec l'équipe les parents, l'équipe autour de l'enfant, etc. Parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse toute faite sur ce sujet. Il faut vraiment voir en fonction du désir de la personne et puis de ce qui peut être mis en œuvre, etc. Et à ce sujet, je trouve que les témoignages d'autres personnes qui ont avancé sur ce sujet peuvent vous aider à sentir, bah oui, ça c'est OK pour moi, ça je peux, etc. Ça on pourrait mettre en place, etc. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je ne peux pas m'empêcher peut-être un garde-fou qui serait dans l'autre sens, c'est que, notamment de la part de professionnels, j'ai l'impression que maintenant que ça y est, on peut commencer à parler de sexualité dans les établissements, maintenant, il y a presque parfois une injonction de « il faut que ça se vive maintenant ». Puisqu'on fait de la place, il faut que ça se vive. Il y a des enfants qui sont très curieux de vivre quelque chose de la relation sexuelle, tout ça, ou d'une exploration sexuelle, et d'autres pas du tout. Et donc, je crois que c'est vraiment important à respecter ça, respecter le rythme de chacun et respecter le désir de chacun. Et pas d'inventer des désirs là où il n'y en aurait pas. Voilà. Oui, il y a encore une autre question là qui est venue. Alors, est-ce que j'interviens dans les écoles primaires? J'aimerais beaucoup parce que parfois, on fait intervenir des professionnels, notamment des infirmières pour parler de sexualité. Je trouve que c'est très dommage qu'on ne fasse pas plus appel à des sexothérapeutes, des sexologues, des gens dont c'est le métier. Parce que, je pense que comme c'est notre métier, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait partager, notamment sur cette histoire de la sexualité. C'est d'abord être heureux dans mon corps de petite fille ou de petit garçon, être heureux dans mon corps de jeune homme ou de jeune femme, être heureux dans mon corps d'homme ou de femme. Et je crois que ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, si vous êtes responsable d'une association de parents d'élèves, écoutez, je peux intervenir avec grand plaisir dans les écoles. Voilà. Si on fait appel, si les associations, enfin, si les parents sont motivés, alors avec grand plaisir, vraiment. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir osé organiser cette conférence, d'avoir osé y participer pour tous les parents qui étaient là. Ouais. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.